n'y a pas le curriculum de Valérie. Mais je pense que tout le monde le connaît. Tu as donné le curriculum à ton curriculum. Oui, enfin, bon. Alors. Oui. Ah. Ça, c'est pour personne. Ah, oui, d'accord. Merci. Bien. Alors, c'est une autre séance qui commence. Je vais parler en français. Excusez-moi. J'ai 3 personnes à présenter. Et la première, bien évidemment, c'est ma voisine de droite, Valérie Arnold Gauthier, que je connais depuis longtemps, qui est intervenue en généalogie. Elle est un petit peu plus jeune que moi, dans les années 82, c'est ça à peu près, voilà. Elle a écrit déjà 3 ouvrages à propos de la généalogie ou sur la généalogie, dont 2 manuels, ce qui est très important parce que quand on commence une généalogie, on a besoin d'expérience et de mode d'emploi. Et Valérie a fait 2 manuels, dont un dont elle m'a fait cadeau un jour, je me souviens, en le dédicaçant, j'en étais très content. Alors, Valérie a continué et j'ai remarqué que, et ça m'a fait plaisir parce que c'était une manière c'était une méthode qui n'était pas très en cours à la Fédération française de généalogie, c'est qu'elle s'est intéressée très tôt au domaine international, dans lequel moi j'étais intervenu il y a assez longtemps maintenant, depuis 1982, si j'ai souvenir. Et j'ai bien connu une référence à la manière qui est le hongrois argentin. Pour moi, c'est l'homo genealogicus international maximum. C'était Zabolsk de Vajaï. Alors, il y en a qui l'ont connu. Il avait une expérience formidable. Il était ambassadeur itinérant pour le compte de l'UNESCO. Et Valérie l'a connu. Nous avons même participé à des déjeuners parce qu'il avait pris ses habitudes dans un restaurant célèbre à Paris qui est très ancien, qui s'appelle La Petite Chaise. Et nous avions des repas très familiers et très sympathiques, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Valérie est devenue entre-temps. Elle a continué ses débuts de 1982. Elle est rentrée dans une... Vous savez que la France a le privilège d'avoir, en matière de généalogie, d'être peut-être la première organisation du monde, puisqu'elle a, bon, on va dire, elle a 150 sociétés, très actives pour la plupart, bien qu'Internet aujourd'hui lui porte un peu ombrage parce que bon, des gens qui cherchent à faire leur généalogie vont sur Internet et ne rejoignent pas beaucoup les associations. Mais néanmoins, il y a environ 50 000 Français qui s'intéressent à la généalogie en France, qui en fait de loin la première société du monde. Et Valérie, donc, a continué et elle est devenue... elle a fait partie du conseil d'administration de la Fédération française de généalogie. Et puis, elle est devenue au sein d'une entité qui est autour de Paris, qui s'appelle voilà, l'Union généalogique francilienne. Moi, je m'occupais de l'Auvergne, je ne m'occupais pas de ce coin-là. Et elle est devenue présidente. Et puis, le temps passait. Récemment, Valérie est devenue la présidente de la Fédération française de généalogie et on lui souhaite beaucoup, avec tous les atouts qu'elle a, on lui souhaite, et ainsi qu'à la Fédération, beaucoup de chance. Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup, Michel. Je remercie tout d'abord Manuel
m'avoir invité, ainsi que ses collègues et puis Pierre Felice. Donc voilà, je suis donc représentante d'une fédération française, donc c'est 150 associations comme expliquait Michel, et actuellement nous vivons un moment assez difficile, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous poser la question, qu'allons-nous devenir, nous associations, 150 associations qui se posent vraiment pour certaines des questions de survie intellectuelle aussi, pas un peu financière évidemment, mais surtout intellectuelle. Nous avons commencé très tôt, il y a 40 ans, à indexer, on disait à l'époque, dépouiller les registres paroissiaux, registres de catholicité essentiellement, depuis les origines du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Et maintenant, les sociétés commerciales sur Internet qui alimentaient financièrement nos associations, maintenant ont pris le parti de les indexer elles-mêmes via des sociétés, des entreprises en Afrique, à Madagascar. Et si bien que nos associations ont l'impression de servir à plus rien, quoi. Elles sont assez... et pourtant, actuellement, tout ce qui est autour du numérique, l'open data, la data, tout ce qui est base de données, est en train de se développer. Donc, il nous a semblé bon de commencer à réfléchir sur ce virage numérique. Et donc, j'ai rencontré il y a 2 ans, lors de notre congrès national, tous les 2 ans, nous avons un congrès, nous, à la Fédération française. Il avait lieu au Havre. Et j'ai le président de l'association Cavalerie Impériale, qui est un historien, qui est venu me trouver et qui m'a demandé de pouvoir participer à un projet complètement fou, et qui maintenant délire de plus en plus, je dirais, parce que là, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire de retrouver les 200 000 cavaliers qui ont fait partie de la grande armée de Napoléon, de découvrir ce qu'ils sont devenus, en particulier ceux qui ont survécu à l'Empire. En même temps, nous, les généalogistes, on s'intéresse à leur généalogie, donc ascendants, descendants. Et donc, on est parti sur, à titre de test, sur un général qui, moi, m'était très cher. C'était le général Samuel l'Héritier de Chézel, qui dirigeait le 10e régiment de cuirassiers entre 1806 et 1809, donc à la plus belle période de Napoléon. Là où il a gagné ses plus belles batailles. Après, ça n'allait plus très bien pour l'empereur. Mais l'héritier l'a suivi jusqu'au bout. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant de voir sur un plan historique, sur un plan géographique, sur un plan sociologique, tout ce que peut apporter ces soldats et ces officiers de l'Empire. Donc voilà, donc je vais continuer à vous montrer la suite. Donc notre objectif, donc c'est d'essayer de créer une énorme base de données française. Donc à partir on commence par le 10e cuir, mais ça sera après tous les régiments de l'Empire. Notre équipe, c'est actuellement, c'est mon association mère, c'est-à-dire le cercle généalogique de Conflans-Sainte-Honorine qui est situé près de Paris. Nous sommes 25 adhérents, donc il y a une dizaine de personnes qui travaillent autour de 1300 généalogies. La méthodologie de recherche, ensuite je vais vous présenter le général lui-même qui était colonel à l'époque, puis l'analyse sociale rapidement, et voilà. Donc, je vais éviter les Corses dans la Grande Armée parce que là, c'était ce qu'on avait présenté le week-end dernier à Ajaccio. Voilà, j'ai repris une partie du travail national à Ajaccio, et donc c'est pour ça, comme il fallait en parler, puisque Napoléon est né il y a 250 ans, donc à Ajaccio, on ne pouvait pas y échapper. Alors, notre but, c'est de concourir au progrès de la recherche et de la connaissance historique.
et encourager l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que nous allons travailler avec des universités, en particulier la Sorbonne à Paris et l'université de Saint-Étienne. Ce n'est pas neutre parce que nous avons donc à la Sorbonne le professeur Boudon de l'Institut napoléonien, et qui est le bras droit de Jean Tullard, un de nos plus grands historiens sur ce domaine, et également le professeur Jean-François Brun. Donc, le but, c'est qu'est-ce que nous avons en commun déjà? C'est l'utilisation et la création de bases de données. Ça, actuellement, les généalogistes n'arrêtent pas. On crée, on indexe tous les noms, dès qu'il y a des noms dans tout type d'archives. Et en même temps raconter, pour nous plus les généalogistes, puisque c'est le but de la fédération, c'est s'occuper de toutes les généalogies. Nous sommes d'ailleurs à ce titre reconnus d'utilité publique en France, donc l'histoire aussi des invisibles. Il y a les nobles, mais aussi les invisibles. Compétences complémentaires, nous avons donc l'exploitation de fonds numériques qui sont pour la plupart pas tous numérisés, hein, évidemment. Enfin, si, les feux numériques sont forcément numérisés, mais je veux dire, bases d'archives qui ne sont pas complètement, nous les numérisons nous-mêmes. Et donc, nous créons donc les bases de données à partir pour les mettre dans donc, ce qu'on appelle un SIG, qui est un système d'informatisé géographique, et favoriser une indexation collaborative régionale, puisqu'en fait, nos données, à partir du moment qu'on a indexé un régiment, nous extrayons par région et nous renvoyons à l'association qui s'occupe de cette région, puisqu'elle a une meilleure expertise du nom de famille et de la famille et de tout ce qui l'entoure. Alors, développer un SIG, c'est d'abord donc construire des fonds de cartes à partir de bases de données, et développer un SIG, donc un système d'informatisé géographique, c'est également diffuser les données des inventaires des fonds d'archives. Donc voilà un exemple. À partir du général d'héritier, ce sont à la fois les départements d'origine dans l'Empire des soldats, et ensuite nous allons évidemment vers les campagnes, essentiellement les campagnes de Russie, puisque c'est là et les campagnes en Autriche où le régiment s'est battu, et on voit où il y a les décès. Nous sommes en train de... Voilà, nous indiquons. Alors, il faut signaler qu'une partie du régiment est allée aussi se battre en Espagne. Mais le général d'héritier n'y est pas allé. Alors, notre but, c'est de participer à l'enrichissement des critères de recherche dans les archives numérisées, ce qu'on appelle un crowdsourcing, c'est-à-dire que nous allons créer une base de données énorme, c'est ce qu'on appelle le collier de la reine au niveau de la fédération. C'est-à-dire que notre but, c'est de regrouper le maximum de bases de données afin d'être plus fort que nos sites commerciaux, nos sites marchands. Et notre but, c'est d'être scientifique, contrairement à certains sites qui ont tendance à eux à mettre des généalogies qui ne sont pas vérifiées et qui induisent en erreur la plupart des abonnés. Donc notre but, c'est vraiment de démontrer que la généalogie scientifique est plus importante et que c'est un travail en commun. Voilà. Et nous allons solliciter un maximum nos adhérents. Il faut savoir que la fédération, c'est 50 000 adhérents. Hein. Voilà. Donc, et même des non-adhérents. Voilà. Alors, donc, nous avons commencé à inventorier les cavaliers à partir des registres de troupes, du contrôle des troupes et au moyen d'une méthodologie hiérarchisée et sélective. Voilà, alors le registre matricule. Aux archives historiques de la Défense, du ministère de la Défense à côté de Paris, au château de Vincennes, il y a donc ces registres qui remontent à 1786, donc avant la Révolution, jusqu'à 1815. Il y a beaucoup plus de registres matricules en tout. Là, je parle vraiment pour le 10e cuir sous l'Empire. Le 10e cuir, c'est un régiment qui est issu du fameux Royal Cravate, qui était quand même un régiment de prestige sous la monarchie. Et donc, lorsque nos officiers, nos soldats s'enrôlaient, donc ils avaient donc ce registre qui les présentait sur un plan d'identité
où on voit leur nom, prénom, date et lieu de naissance et surtout description physique. Et également, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le devenir, puisqu'on a au fond à droite une présentation des batailles ou même des blessures. Donc notre but, c'est de l'indexer, tout ça. Alors, nous partons donc là, du registre matricule. Ensuite, nous allons travailler sur une autre base de données qui est celle de la Légion d'honneur. Donc, Napoléon a créé au lendemain d'Austerlitz une décoration prestigieuse. Et les dossiers de Légion d'honneur sont quasiment tous numérisés jusqu'à à peu près 60 ans, 70 ans. Nous pouvons les consulter sur la base Léonore du ministère de la Culture. Ce sont des dossiers très intéressants qui peuvent comporter 3 pages jusqu'à 20 pages, où donc on a un suivi du légionnaire. Bon, alors pour la période napoléonienne, nous avons un gros souci, c'est qu'il y a eu une révolution à Paris en 1870. La commune et les registres, les dossiers ont brûlé et donc il y a eu ensuite une reconstitution en fonction des dossiers, des éléments de correspondance qui leur restaient. Alors les documents étaient conservés jusqu'à ces dernières années aux Archives nationales à Fontainebleau. Malheureusement, le service d'archives est en train de couler, si je puis dire. Il s'effondre sous un marais. Donc, ils ont commencé à retirer ces documents qui ne sont plus consultables au public. Heureusement, ils ont été auparavant numérisés. Voilà, donc ça, ce sont nos documents que nous préférons parce qu'en fait, il faut savoir que les cavaliers de Napoléon étant de grands soldats, ils ont pour la plupart reçu une distinction. Pour finir, oh là là. Bon, alors je vais aller vite. Alors, voilà un exemple de statistique que nous avons sorti très vite. Voilà, le portrait du général l'héritier, je voulais vous montrer. Je voulais vous parler un peu de lui parce qu'il est né donc à Angles-sur-Langlin dans le Poitou. Donc on a son acte de baptême en ligne et puis la paroisse, voilà. C'est donc une famille de Robins, comme on dit en français, c'est-à-dire de gens de loi. Le père était licencié en loi. Samuel François a fait des études de droit, mais il a préféré s'engager à la Révolution, où il a suivi donc une belle carrière. Entre autres, il a fait la bataille de Marengo. On pense que c'est lui qui a été peint à la mort de Dessex, puisque c'était son lieutenant. Donc on voit Bonaparte venir saluer la dépouille du général Dessex. Voilà. Et donc, ce serait l'héritier, normalement, il pleurait. Là, la bataille d'Iéna, évidemment, ça a été sa grande bataille aussi, où il a commencé en 1806. Il a ensuite été à la bataille d'Eylau. Il a fait Nantes, mais je suis désolée, il n'y a pas de match. Et puis Essling. Il a été évidemment à Wagram, mais surtout, là, je n'ai pas mis de tableau, mais c'est Znaïm, quelques semaines après. Donc, il est devenu général de brigade. Donc, à partir de là, il quitte le 10e cuir. Il a quand même fait la campagne de Russie, et en particulier la Bérésina. La campagne de France, il a fait tout. Et puis, évidemment, la campagne de Belgique, où il s'est fait remarquer. Alors là, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, mais là, on est sûr, il a été blessé à Waterloo. Voilà. Et puis, alors, je voulais vous montrer, ce que j'aime beaucoup, c'est le contrat de mariage qui est maintenant dans l'armoire de fer. Depuis, je l'ai trouvé, je l'ai montré aux archivistes. Ils l'ont caché parce qu'il y a 3 signatures importantes, Napoléon, Marie-Louise et la Cépède. Donc, il est dans ce qu'on appelle maintenant l'armoire de fer. C'est l'armoire, le coffre-fort des archives où on a la Constitution française, la première Constitution signée par le roi Louis XVI. Enfin, tous les plus gros documents de la République sont maintenant dans cette armoire. Donc, je suis assez fière que mon petit général, il ait pu l'intégrer. Voilà.
Et puis voilà, il décède malheureusement à Paris. Il est ramené à Conflans-Sainte-Honorine, ma commune. Là, on a pu prouver qu'il était décédé à Paris, puisque sur Wikipédia, on dit qu'il est décédé à Conflans. Non, mais on a pu, grâce à nos recherches, montrer qu'il était inhumé à Conflans. Voilà. Et puis bon, maintenant, c'est notre travail. On va tout analyser pour permettre aux sociologues et universitaires de produire d'énormes thèses et ouvrages en mettant en valeur la généalogie. Voilà. Merci de votre... Alors, je précise que ce travail, l'ébauche, en a été présenté justement au congrès de généalogie à Ajaccio la semaine dernière. C'était très intéressant. Elle avait un comparse qui est le pôle... L'historien voilà, qui va... Voilà. C'était très intéressant et c'est en devenir. Je pense. Oui, on a... je parle que de l'héritier, moi, personnellement, mais il y a d'autres présidents d'associations maintenant qui vont s'emparer de d'autres régiments. Et le but, c'est que nous constituions dans quelques mois le mémorial du Premier et Second Empire. Nous avons en France le mémorial de la Première Guerre mondiale. Tous les poilus ont été recensés et nous voulons faire exactement la même chose au niveau de tous les soldats et les officiers qui ont combattu durant nos deux empires, de manière à faire un suivi généalogique jusqu'à nos poilus de la Grande Guerre. Oui. Dans le cas où vous avez des armoiries, et dans le cas où vous trouvez des armoiries, vous les indexez comment? Ça, c'est une très bonne question. On n'a pas... Oui, merci. Et c'est une très bonne idée. Oui, dans notre... justement, ça va être sur le site de la fédération. Hein. Donc, je vais demander à ce qu'on ait la rubrique armoirie. Oui, d'accord. Mais vous le mettez sur le site, mais pour celui qui cherche. L'armoirie. Voilà, il la trouve comment? Parce qu'on interroge. Et oui, il faudra qu'on interroge. Je pense qu'il y a le nom de famille, et puis il faudra même aussi le descriptif en fonction de mots-clés. Ça sera évident pour moi, parce que l'héritier, c'est une cuirasse avec 3 C. Alors, donc il faut... Voilà. Parce que là, c'est un cas intéressant. Il faut indexer sur 3C et non pas sur cuirasse. Parce qu'en héraldique, vous n'avez pas 2 personnes sur 50 qui sont capables de dire ça, c'est une cuirasse. Oui, il faut On voit un bout de métal. Tous les mots indexés. Merci Michel. Ça, voilà. Non, mais on va... Non. Mais Michel, c'est très très bien ce que tu viens de me rappeler, parce qu'en fait, nous, à la fédération, nous avons, tu sais, la commission héraldique. Et justement, je vais pouvoir, comme on va la démarrer d'ici une quinzaine de jours, je t'invite à en faire partie. Oui, et n'est-ce pas? Tu es d'accord, président de la commission? Et comme ça, vous allez pouvoir plancher sur la partie, oui. Ah, ça va être super.